Il y a 4 parties dans le livre, en fait. La première partie, dans le fond, c'est qu'on se demande souvent qu'est-ce qui se passe pour les personnes et les groupes lorsqu'ils sont en situation de changement. Ça, c'est donc la première partie. Je dis souvent, je mets des mots sur l'expérience des gens. La deuxième partie, c'est en fait, si c'est vraiment ça qui se passe, est-ce qu'il y a une méthodologie pour le traiter? Alors, deuxième partie décrit la méthodologie. La troisième, c'est ce qu'on appelle des activités d'accompagnement, c'est-à-dire selon le type de changement, ça ne sera pas tout à fait les mêmes activités d'accompagnement que les personnes vont avoir besoin dans l'organisation. Puis la quatrième partie, c'est une liste de vérification. En anglais, on dirait un checklist. Hein. C'est une liste de vérification parce que le livre est rédigé de façon à ce que des gestionnaires ou des gens de ressources humaines, à la fin du livre, au fond, si on a un minimum d'expérience, puissent vraiment appliquer la méthodologie là, directement. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les personnes et les groupes en situation de changement? Justement, alors, j'ai été frappé il y a plusieurs années par le mot changement en mandarin. En fait, en chinois, c'est un mot composé. On dit il y a danger et opportunité. Ce qui nous a frappé, quand je disais tout à l'heure, je mets des mots sur l'expérience des gens, c'est qu'on a tous des expériences de changement. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la partie danger arrive à l'esprit des individus avant la partie opportunité. Prenez par exemple, si vous achetez une maison, vous êtes libre, ça va être un changement. Les premières pensées, c'est des précautions par rapport au taux d'hypothèque, par exemple, au taux d'intérêt, par exemple, sur les hypothèques, etc. Donc, il y a une partie danger, une partie opportunité. Cette partie danger-là, tant qu'on ne l'a pas traitée, les gens ne peuvent pas voir toute la partie, toutes les opportunités que le changement peut contenir. Et la troisième chose qu'on s'est rendu compte, c'est que dans une organisation, disons si vous avez le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Le niveau 1, ça c'est les dirigeants. Le niveau 2, les cadres. Le niveau 3, les employés. Quand les dirigeants décident d'un changement, normalement, ça se décline du plan stratégique. C'est que ce changement-là, eux autres, ils n'appellent pas ça danger-opportunité. Ils regardent des avantages et les désavantages. Mais quand ils ont terminé leur réflexion, ils sont en fait sur la partie opportunité. Lorsqu'ils descendent, ils veulent décrire le projet au niveau 2, alors aux gestionnaires, les gestionnaires sont sur la partie danger. Et très souvent, eux, ils ont des préoccupations, ils ont des inquiétudes, puis le niveau 1 essaie de répondre à ces inquiétudes-là par des arguments rationnels, plutôt que de se mettre en mode d'écoute des préoccupations des gestionnaires. Et là, la plupart du temps, c'est le clash. Et je poursuis, si les cadres comment je dirais, ont adhéré au changement et veulent le présenter à leurs employés. Les employés aussi, et eux aussi, leur processus, ils sont sur la partie danger avant d'être la partie opportunité. Et si les cadres se comportent comme les dirigeants, ça va être le clash en même temps. Alors, l'image que l'on fait de ça, on a tous voyagé, c'est qu'en fait, c'est quand il y a un changement dans l'organisation, très souvent, les 3 niveaux sont sur 3 fuseaux horaires différents. C'est comme si les dirigeants étaient psychologiquement à 6 heures du soir à Paris, les cadres sont à midi à Montréal et nos employés sont à 9 heures du matin à Vancouver. Et quand on présente ça aux gens, les gens disent c'est exactement comme ça que ça se passe. Et l'objectif, on verra dans la méthodologie, c'est de ramener les gens le plus rapidement possible sur le même fuseau horaire. La deuxième chose, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est qu'un changement, c'est à 3 niveaux. Il y a d'abord un niveau stratégique. Il y a un niveau organisationnel, structurel et ou technologique, et le troisième niveau, c'est l'impact humain. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand on explique aux gens la raison d'être du changement, on s'est rendu compte que les résistances baissaient, mais pas complètement. Parce que là, le changement fait un sens, en fait. Puis souvent, on oublie d'expliquer la raison d'être du changement. La deuxième chose, quand on explique aux gens le niveau organisationnel, ça va être quoi concrètement ce changement-là? On a remarqué que les résistances baissaient. Mais je dirais, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la meilleure communication, la plus structurée possible, la plus transparente, ne fait pas faire le lâcher-prise. C'est autre chose qui fait faire le lâcher-prise. L'impact humain, en fait, et on a développé, puis c'est le cœur de la méthodologie, c'est qu'on a développé ce qu'on appelle dans notre jargon un dialogue sur les préoccupations, les activités d'accompagnement et les gains. Donc, c'est le fait d'être en mode d'écoute avec les préoccupations des gens. Donc, on est en mode ascendant plutôt qu'être en mode descendant. Et comme je dis, c'est ce qui est au cœur de la méthodologie et qui permet, dans le fond, de faciliter l'adhésion au changement de l'ensemble des employés dans l'entreprise.
C'est intéressant. Donc, vous avez souvent soulevé la méthodologie. Est-ce que vous pouvez nous la décrire brièvement? Oui. Oui. Alors, je dirais, disons, les gens qui sont responsables, sans entrer dans des technicalités, les gens qui sont responsables du changement, ce que l'on fait avec eux, d'abord, on identifie les différentes catégories de personnel qui vont être affectées par le changement. Alors, si on était dans un milieu hospitalier, ce serait les médecins, les infirmières, les préposés, etc. Dans une ville, l'école blanc, l'école bleue. Et après ça, on essaie de voir avec un petit gabarit, qui est dans le livre d'ailleurs, c'est qu'on identifie les préoccupations que le changement va soulever pour chacune des catégories de personnel. Et ça, c'est documenté, c'est listé, c'est numéroté, là, je passe à des détails techniques. Par la suite, on se demande, parce que chaque préoccupation a un numéro, okay? Et on se demande quelle va être l'activité d'accompagnement qui va permettre de traiter cette préoccupation-là. Ça aussi, c'est numéroté. C'est très, très simple, mais c'est extrêmement clair. Et après ça, on se dit, si les activités d'accompagnement traitent les préoccupations, donc les gens pourraient donc faire des gains dans ce changement-là. Des fois, il y a beaucoup de gains, des fois, il y en a moins. Il y a toujours des pertes de toute façon aussi. Et on s'est rendu compte, d'ailleurs, dans la méthodologie, que la préoccupation, c'est prendre l'employé à 9 h du matin à Vancouver. Les activités d'accompagnement vont l'amener à midi à Montréal. Et là, peut-être qu'ils vont avoir le goût, ils vont être capables de voir les gains qui sont à Paris. Alors, okay? Donc, vous voyez, c'est un processus qui est donc extrêmement structuré. Donc, les gens qui sont responsables font ce travail-là. Et en fait, c'est qu'ils se mettent à la place de leurs employés. Okay? Et eux-mêmes, ce que ça leur permet, c'est lorsqu'ils vont aller rencontrer les employés dans la deuxième partie, puis j'y arrive, c'est qu'à ce moment-là, ils ont moins de surprises des préoccupations des gens. Donc, on prend ce matériel-là, et là, on structure la deuxième partie de la méthodologie. Elle est la suivante, c'est qu'on structure 3 rencontres avec les différentes personnes qui sont touchées par le changement. Une rencontre 1 qu'on appelle la rencontre d'information. Donc, ça veut dire que le dirigeant explique, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la raison d'être du changement, comment ce changement-là va se dérouler. Il leur dit, oui, il va avoir un impact, mais on a prévu une rencontre 2 qui va être faite souvent par des gens de ressources humaines. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de cadre, mettons, sauf si on est avec un couple de cadres, il n'y aurait pas de dirigeant. C'est une rencontre qui dure à peu près une demi-journée. Et là, ce que l'on fait, c'est qu'on est en mode d'écoute des préoccupations que les gens nous disent qu'ils ont. Et là, naturellement, c'est important d'écouter pour vrai ce que les gens disent. Et par la suite, on sort la liste que les dirigeants ont fait comme inventaire à la place. Et c'est là qu'il y a un échange, je veux dire, dans cette rencontre-là. Et ça permet, dans le fond, de s'assurer qu'on comprend bien les préoccupations des gens, que les activités d'accompagnement qu'on leur propose vont convenir. Puis, si des fois les gens psychologiquement sont rendus au moins à Montréal à la fin de la rencontre, peut-être avancer avec eux certains gains qu'ils pourraient faire. Et donc, on s'est rendu compte qu'en travaillant comme ça, la fin de la deuxième rencontre, les gens adhéraient plus facilement. Et là, la rencontre 3, ce sont les gestionnaires de projet qui, j'allais dire, souvent, ils peuvent débarquer sur le plancher avec le projet. Ils n'ont pas besoin d'implanter le changement en naviguant à travers les résistances. Les gens des ressources humaines auront fait le travail à la fin pendant la rencontre 2. Donc, il y a une rencontre 1, il y a une rencontre 2, il y a une rencontre 3. Et par la suite, bien là, on peut faire la mise en place du projet, proprement dit, quel qu'il soit. Au cours de votre exposé, vous avez parlé d'accompagnement. Est-ce que vous avez des exemples d'activités d'accompagnement, justement? Oui. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est sûr qu'il y a des exemples classiques. Et là, ça va dépendre du type de changement. Si on implante une nouvelle technologie, à ce moment-là, la formation, le coaching vont être des activités d'accompagnement. Si c'est une transformation organisationnelle, là, ça va être des entretiens individuels avec les gens pour voir le changement dans leur rôle, dans leurs tâches. Ça va être le type d'activité d'accompagnement. Mais si on est dans une fusion d'entreprises, ça va être autre chose. Et entre autres, dans les fusions, pour donner un exemple, souvent, les gens qui fusionnent se connaissent. Donc, ils ont des perceptions les uns des autres. Et un exercice que l'on fait, qui est une activité d'accompagnement, on fait partager les perceptions. Donc, on demande au groupe A, quelle est la perception que vous avez du groupe B et quelle est la perception que vous croyez que le groupe B a de vous. Puis on fait faire la même chose au groupe B. Puis après ça, on assoit les gens, puis on aide les gens à partager les perceptions. Puis on s'est rendu compte que quand on traitait ces perceptions-là, qui sont à peu près les mêmes de toute façon, on s'est rendu compte que ça crée la relation.
Et quand on ne le faisait pas, il y avait un non-dit dans la relation comme telle. Un autre exemple, ça peut être de mettre en commun les meilleures pratiques des deux groupes, ça c'est plus connu. Ou encore, ce que l'on fait souvent, c'est qu'on fait un exercice qu'on appelle sur le patrimoine. C'est que chaque entreprise séparée avait un patrimoine. Et donc, on essaie de voir qu'est-ce qu'on va devoir laisser de côté dans ce patrimoine-là et qu'est-ce qu'on devrait amener pour créer le nouveau patrimoine. Et quand on le fait comme ça, en même temps, on travaille sur l'identité. Parce que les gens doivent perdre leur identité, malheureusement, c'est-à-dire pas faire un deuil de l'identité, pas de leur expertise, mais de leur identité, pour créer une nouvelle identité. Donc, et ce qu'on s'est rendu compte, le plus difficile, c'est de trouver ces types, parce qu'il y a beaucoup de créativité là-dedans, d'activités d'accompagnement qui vont correspondre, je veux dire, aux besoins et au type de changement de l'organisation. Donc, pour conclure, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre-là? Bien, écoutez, ça fait au moins une vingtaine d'années qu'on accompagne des clients en changement. Et c'est sûr que cette méthode-là s'est développée là, au fil des ans. Puis à la fin, souvent, les gens nous disaient, mais on peut-tu lire quelque chose là-dessus? C'est sûr qu'il y a de la littérature sur la gestion de changement, ça ne manque pas. Mais on s'est rendu compte que c'était peut-être intéressant de simplifier, de documenter notre méthodologie, je le dis très humblement, là. Et c'est ce qui m'a amené, dans le fond, à rédiger le livre. Et nous, on fait l'hypothèse que, dans le fond, ça va être une documentation assez utile et aux gestionnaires et aux gens des ressources humaines, veut dire, qui accompagnent les entreprises en gestion de changement. Monsieur Maletto, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.